À Paris, un silence s'est installé dans une salle de classe pendant quelques secondes. Aucun mot n'a été prononcé. Aucune prière à voix haute. Pas un mot. Un professeur a simplement laissé passer ce bref instant, après qu'un élève ait demandé quelques secondes de recueillement. Rien n'a été imposé. Rien n'a été dirigé. Juste le silence. Mais le même jour, ce silence est devenu un problème. L'administration de l'établissement a été informée. Des conversations ont commencé dans les couloirs. Des termes froids ont rapidement fait leur apparition. Neutralité, limite, procédure. Quelques heures plus tard, une réunion d'urgence a été convoquée pour examiner ce qui s'était passé dans cette pièce. Un geste presque imperceptible a commencé à être traité comme un incident institutionnel. Ce qui semblait être du respect s'est transformé en suspicion. Ce qui semblait être de l'écoute clandestine s'est transformé en risque. Et soudain, cet enseignant, qui n'avait jamais été un militant, n'avait jamais prononcé de discours, ni imposé de conviction, se retrouva au cœur d'une situation qui dépassait le cadre de sa classe. Les enseignants étaient divisés, les élèves s'exprimaient, les parents commençaient à poser des questions. Mais ce qui s'est passé ensuite était inattendu, et cela a fini par déborder des murs de l'école, divisant toute la communauté. Indiquez votre ville et votre pays en commentaire pour que je sache jusqu'où va cette histoire. Paris s'éveillait à peine lorsque l'institutrice traversa la rue étroite en direction de l'école. Ce n'était pas le Paris des cartes postales, celui des vitrines illuminées, ni celui des touristes appareils photo en bandoulière. C'était le vrai Paris, celui du quotidien, avec son ciel gris et son vent froid qui transperçait les manteaux dès l'aube. Les vieilles façades portaient les stigmates de plusieurs décennies d'histoire, et le bâtiment scolaire, dont la pierre noircie par le temps, semblait porter le poids, silencieux de générations entières. Lorsque le lourd portail s'ouvrit, le bruit métallique résonna dans la cour presque déserte. Il était encore tôt. Quelques étudiants arrivèrent silencieusement, leurs sacs à dos négligemment posés sur le dos, le regard baissé, les pas traînants. La froideur n'était pas seulement due au temps, mais aussi à la routine. À l'intérieur du bâtiment, les longs couloirs étaient éclairés par des lampes blanches qui ne semblaient jamais réchauffer l'atmosphère. L'odeur, de produits nettoyants mêlés à celle du vieux papier, trahissait un lieu où régnaient davantage les règles que la convivialité. Les murs étaient couverts d'affiches officielles, de calendriers scolaires et de règlements intérieurs. Tout était organisé, tout était impersonnel. Le bruit des pas résonnait presque intensément, comme si le silence était la règle tacite du lieu. Les professeurs passaient à la hâte, saluant d'un bref signe de tête, sans s'attarder sur une conversation. Chacun portait son cahier, ses soucis, sa fatigue. Le professeur entra dans la salle avant les étudiants. Il ouvrit la porte avec précaution, comme s'il connaissait déjà chaque recoin des lieux. Les tables étaient alignées, les chaises légèrement éraflées par l'usage, le tableau noir immaculé, attendant les premiers mots de la journée. Par la fenêtre, la fraîche lumière du matin pénétra timidement, illuminant les visages fatigués des étudiants à leur arrivée. Les étudiants restèrent assis en silence. Certains avaient la tête entre les mains. D'autres jouaient avec leur téléphone jusqu'à la dernière seconde. Un sentiment collectif de routine pesante régnait, celui de journées qui se répètent sans grande variation. Rien ne laissait présager que ce jour serait différent. Tout semblait parfaitement ordinaire. Le professeur déposa le dossier sur la table. Visiblement usé, ses coins étaient effilochés par le temps et l'usage quotidien. Rien de sophistiqué à son sujet, simplement des papiers, des livres, des notes accumulées au fil des années d'enseignement. Son visage était grave, mais pas sévère. C'était l'expression de quelqu'un qui connaissait bien ce milieu et savait exactement à quoi s'attendre. Pas d'enthousiasme démesuré, pas d'attente démesurée. Il observa la salle quelques secondes avant de commencer. Cette brève pause faisait partie de son rituel. Un regard attentif, presque automatique, pour percevoir l'atmosphère, les tensions, l'état d'esprit des étudiants. Un geste simple, mais rare dans un milieu aussi rigide. Pour beaucoup, le cours commençait avec la présentation du contenu. Pour lui, il commençait lorsqu'il prêtait attention aux étudiants. Le bruit lointain des autres classes qui commencèrent les cours parvenait, étouffé, dans les couloirs. Les voix résonnaient, les portes se fermaient, et la journée scolaire commençait. Tout fonctionnait comme une vieille machine bien huilée, où chaque pièce avait sa place. Les professeurs enseignaient, les élèves écoutaient, les règles étaient respectées. Toute déviation était proscrite. Dans cette pièce en particulier, l'atmosphère était pourtant empreinte d'un calme presque tendu. Aucun conflit n'était manifeste, mais une certaine lassitude régnait.
Une lassitude qui ne provient pas seulement d'une mauvaise nuit de sommeil, mais d'une routine exigeant une retenue constante. Celle de jeunes gens qui apprennent très tôt à ne pas se faire remarquer, à ne pas dévier des attentes, à ne pas franchir de limites invisibles. Le professeur prit une profonde inspiration et commença à ranger son matériel. Rien dans ses gestes ne laissait présager un événement inhabituel. Il n'avait préparé aucun discours. Il n'avait aucune intention de provoquer. Juste une journée de cours comme les autres dans un collège parisien, dans un vieux bâtiment, par un matin froid, sous le joug de règles tacites et d'attentes rigides. C'est précisément ce qui allait donner à tout cela un impact si fort par la suite, car lorsqu'un événement survient dans un environnement déjà tendu, clos et contrôlé, le moindre geste peut prendre des proportions inattendues. Et ce matin-là, dans ce cadre en apparence banal, un détail, presque imperceptible, allait bouleverser l'ordre établi. Mais à ce moment-là, personne n'aurait pu l'imaginer. Pour tous, c'était une journée ordinaire à Paris, une journée grise, un vieil immeuble, un professeur fatigué, des élèves silencieux, et une routine qui semblait trop bien ancrée pour être perturbée par quelques secondes de silence. L'enseignant n'était pas un novice. Fort d'une longue expérience en classe, il savait quand parler, quand se taire, et quand simplement observer. Son nom n'apparaissait pas dans les journaux. Il ne menait aucun mouvement. Il ne participait à aucun débat public. Au sein de l'établissement, cependant, il était connu et respecté. Non pas pour sa sévérité, mais pour son équité. Non pas pour son autorité, mais pour sa présence rassurante et équilibrée. Il était discret, dans sa tenue, sa façon de parler et sa manière d'enseigner. Il n'élevait pas la voix inutilement. Il ne faisait pas de plaisanteries faciles pour susciter la pitié. Il ne cherchait pas non plus à être un professeur différent. Il faisait simplement son travail avec sérieux, chose de plus en plus rare dans des environnements où règne la pression des objectifs, des évaluations et des protocoles. Les élèves l'ont remarqué. Il savait qu'il y avait là quelqu'un qui écoutait avant de juger. Il n'a jamais été un militant. Il n'a jamais transformé la salle de classe en tribune politique. Il ne parlait pas de politique, ne faisait pas de discours idéologiques, n'intégrait pas ses convictions personnelles au programme scolaire. Sa position a toujours été claire. L'école n'est pas un lieu de militantisme, mais un lieu d'éducation. Et pour lui, l'éducation allait bien au-delà du programme scolaire. Elle incluait l'apprentissage du vivre ensemble, du respect d'autrui, de la gestion des différences, sans que tout ne dégénère en confrontation. La religion en particulier n'a jamais été un sujet qu'il a encouragé ou combattu. Il la considérait simplement comme une composante de la réalité humaine, une réalité qui existe, qui accompagne de nombreuses familles, de nombreuses histoires, de nombreux élèves, et qui n'a pas besoin d'être glorifiée ni réprimée par une violence symbolique. Il était convaincu qu'ignorer complètement ces dimensions ne rendait pas l'école plus neutre, mais seulement plus éloignée des personnes réelles qui la fréquentent. Sa valeur fondamentale a toujours été le respect. Non pas le respect imposé par la peur, mais le respect qui se construit par l'écoute. Écouter l'élève qui arrive irrité. Écouter la classe lorsque l'atmosphère est pesante. Écouter le silence lorsque les mots ne suffisent plus. Il a appris, au fil des ans, que de nombreuses tensions n'explosent pas lorsqu'elles sont reconnues à temps. Elles explosent lorsqu'elles sont refoulées, sans être comprises. La coexistence était un autre mot qui guidait son travail, même lorsqu'il n'était pas prononcé explicitement. Dans une ville comme Paris, marquée par la diversité, les inégalités et les conflits latents, il savait qu'enseigner les mathématiques, l'histoire ou la littérature sans enseigner la coexistence revenait à former des individus incomplets. Pour lui, l'école avait une responsabilité qui ne pouvait se limiter au manuel scolaire. Préparer les jeunes à vivre en société sans transformer chaque différence en menace. C'est pourquoi il a toujours pensé que le rôle de l'enseignant ne se limitait pas à l'application des règles. Les règles sont nécessaires, mais non suffisantes. Elles organisent, mais n'éduquent pas à elles seules. Il concevait l'éducation comme un processus humain, riche en nuances, où le bon sens doit coexister avec la norme. Lorsque la règle étouffe l'écoute, quelque chose se perd, et il en était pleinement conscient. Il n'a jamais cherché la confrontation avec l'institution. Au contraire, il a toujours respecté les directives, participé aux réunions et suivi les consignes. Il savait que le système scolaire fonctionnait selon des limites bien définies et que les contester ouvertement avait généralement un coût élevé. Pour autant, il savait aussi qu'une obéissance aveugle pouvait coûter bien plus cher. La confiance des élèves, sa propre cohérence et le sens même de son enseignement. Tout au long de sa carrière,
Il avait vu ses collègues se détacher émotionnellement, transformant l'enseignement en un acte automatique et défensif. Il s'y est opposé, non par un idéalisme naïf, mais par une conviction mûrement réfléchie. Il était convaincu que l'école devait former des individus capables de penser, de ressentir et d'interagir, et non se contenter d'accomplir des tâches et de réciter des contenus. Pour beaucoup d'élèves, il était le genre de professeur qui ne ridiculisait pas les questions, qui ne se moquait pas des faiblesses, qui ne transformait pas les erreurs en humiliation publique. Cela ne le rendait pas laxiste, mais respecté. La discipline régnait dans sa classe, mais une discipline construite, non imposée par la force. Il connaissait aussi parfaitement les limites du milieu dans lequel il travaillait. Il savait que la laïcité était un principe important. Il savait que la neutralité institutionnelle était constamment invoquée. Mais, pour lui, la neutralité n'a jamais signifié la déshumanisation. Elle n'a jamais signifié effacer les émotions, les silences ou la souffrance. Elle signifiait ne pas imposer, ne pas diriger, ne pas instrumentaliser. Cette distinction était claire à ses yeux. Laisser faire n'est pas encourager. Tolérer n'est pas enseigner. Écouter ne signifie pas prendre parti. Il en était profondément convaincu, même s'il savait que tous ne partageaient pas cet avis. Pour lui, nier tout espace de silence, de réflexion ou de respect fondamental ne rendait pas l'école plus neutre. Cela la rendait plus rigide et moins humaine. Ce jour-là, en entrant dans la salle, il ne se voyait pas comme quelqu'un sur le point d'enfreindre les règles. Il se voyait simplement comme le professeur qu'il avait toujours été, attentif, expérimenté et discret. Convaincu qu'éduquer exige plus que l'application de règles. Cela exige du discernement, un courage silencieux, et surtout, de ne pas oublier qu'avant d'être des élèves, il y avait des êtres humains. Ce moment de silence n'était pas apparu par hasard. Le cours se déroulait comme prévu, mais une tension palpable régnait dans l'air, une atmosphère plus pesante que d'habitude. Un murmure étouffé parcourait la salle. Un incident récent, dont personne n'évoquait ouvertement le sujet, mais que tous connaissaient, avait laissé des traces. Il pouvait s'agir d'une provocation plus violente dans le couloir, de tensions entre groupes, d'une perte évoquée à voix basse, d'un conflit latent, tapi dans l'ombre, qui planait sur la classe. Le professeur l'avait remarqué avant même qu'un mot ne soit prononcé. Non pas parce que quelqu'un s'en était plaint, mais parce que des années d'expérience en classe apprennent à lire dans le silence. Des regards fuyants, des corps agités, un silence qui n'était pas celui de l'attention, mais celui de la retenue. Il poursuivit le cours quelques minutes, s'efforçant de maintenir le rythme, mais sentit qu'il fallait aborder un point précis avant de passer à la suite. C'est alors qu'un élève leva la main. Sans précipitation ni emphase, il attendit le moment opportun, comme pour évaluer s'il valait la peine de prendre la parole. Lorsque le professeur lui en donna l'autorisation, sa demande fut faite à voix basse, presque timidement. Aucun discours préparé, aucune phrase répétée, juste une simple requête, quelques secondes de silence. L'élève n'a pas demandé la parole. Il n'a rien expliqué. Il n'a pas demandé à prier à voix haute. Il n'a pas évoqué explicitement la religion. Il n'a pas cherché à entraîner ses camarades dans une manifestation collective. Il a simplement dit qu'il avait besoin de quelques secondes pour se ressaisir, pour respirer, pour respecter quelque chose qui, à cet instant précis, était inexprimable. La salle resta figée un bref instant. Certains étudiants échangèrent des regards surpris. D'autres baissèrent la tête, comme s'ils s'y attendaient. Il n'y eut ni applaudissements, ni huées, seulement de l'attente. Cette attente qui s'installe quand personne ne sait exactement ce qui va se passer ensuite. Le professeur hésita. Non pas qu'il désapprouvât la demande, mais parce qu'il savait où il se trouvait. Il savait que chaque geste dans une salle de classe recèle des significations qui dépassent le cadre de l'instant présent. Il savait que le silence pouvait s'interpréter de 1000 façons. Il pouvait être perçu comme une faiblesse, une concession, une transgression. En une fraction de seconde, tout ce qu'il avait appris sur les règles, la laïcité et la neutralité institutionnelle lui revint en mémoire. Mais une image plus simple s'est aussi imposée, celle de cet élève, immobile, attendant, sans rien exiger, sans rien imposer, juste une brève demande de silence, une requête qui ne prenait rien à personne, qui n'empiétait pas, qui ne menait rien, qui ne faisait pas de l'enseignant un chef. Le professeur jeta un dernier coup d'œil à la classe. Il scruta les visages. Il ne perçut aucune menace, aucune provocation. Il ne vit que des jeunes gens qui tentèrent de faire face à une situation que le cadre scolaire ne sait pas toujours gérer. Et, à cet instant précis, il prit la décision la plus discrète qui soit. Il la permit. Il ne fit aucune annonce, aucun commentaire, aucune explication.
Il se contenta d'un signe de tête et laissa le silence s'installer. Aucune consigne ne fut donnée. Aucune posture ne fut exigée. Chaque élève réagit à sa manière. Certains fermèrent les yeux. D'autres restèrent immobiles, le regard fixé sur la table. D'autres encore prirent une profonde inspiration. Le silence n'était pas imposé. Il était vécu. Ce ne fut que quelques secondes. 10 peut-être. 15. Personne ne sut dire la durée exacte par la suite. Mais, durant ce bref intervalle, l'atmosphère changea. La tension sembla se relâcher légèrement. Non pas que tout fût résolu, mais parce que le problème avait été reconnu. Le silence remplit son rôle sans qu'un mot soit nécessaire. L'enseignant n'a pas participé activement. Il n'a pas fermé les yeux. Il n'a pas joint les mains. Il n'a fait aucun geste qui puisse être interprété comme une intervention. Il est simplement resté là, respectant l'espace demandé. Lorsqu'il l'a jugé suffisant, il a repris le cours naturellement, comme si ce moment n'avait été qu'une simple pause technique. Aucune règle n'a été signalée comme enfreinte. Aucun avertissement n'a été donné. Le cours a repris son cours normal. Le sujet est revenu à la normale. Mais quelque chose s'était produit, quelque chose de discret, presque imperceptible, mais bien réel. Un élève avait été entendu. Une simple requête avait été respectée. Un silence s'était installé, sans pour autant se transformer en spectacle. Pour beaucoup, ce n'était qu'une brève pause. Pour d'autres, un geste important. Pour le professeur, un choix tout simplement humain, au milieu d'une journée ordinaire. Il ignorait, personne ne le savait, que ces quelques secondes seraient là plus tard scrutées à la loupe, que ce silence, si bref, prendrait une dimension institutionnelle, que ce moment de silence serait interprété non comme une écoute attentive, mais comme un problème. À ce moment-là, pourtant, il n'y avait qu'une salle de classe parisienne, quelques élèves fatigués, un professeur attentif et un silence qui dura moins d'1 minute, mais qui allait complètement changer le cours de cette histoire. La décision du professeur fut prise en silence, sans calcul stratégique, sans aucune intention de provoquer un débat. C'était une décision simple, presque instinctive, fondée sur une question tout aussi simple qui lui traversa l'esprit à cet instant. Est-ce que cela dérange quelqu'un ? La réponse ne tarda pas. Non, cela ne dérangeait personne. Cela ne réduisait pas significativement le temps de cours. Cela ne gênait personne. Cela n'obligeait personne à participer à quoi que ce soit. C'était simplement un bref acte de tolérance, en réponse à une demande humaine. Il ne l'a pas encouragé. Il n'a pas cherché à en faire un moment éducatif. Il n'a pas prononcé de discours sur les valeurs, les croyances ou la coexistence. Il n'a pas expliqué les raisons de cette décision. Il n'a pas imposé le silence. Il n'a pas demandé à tous d'imiter ce geste. Il n'a assumé aucun rôle de leader. Il a simplement laissé cet espace exister, sans intervenir, sans diriger, sans s'approprier l'instant. En pratique, il a fait moins que ce que beaucoup auraient imaginé. Il s'est contenté de ne pas interrompre. Il n'a tout simplement pas refusé. Il n'a tout simplement pas transformé une simple demande en un conflit inutile. Cette différence, bien que minime, a été décisive, car tolérer n'est pas agir. Tolérer n'est pas empêcher. Et c'est précisément ce qu'il a fait. Certains élèves ont immédiatement réagi avec respect. Ils sont restés silencieux, conscients de l'instant présent, et ont attendu. Pour eux, cela paraissait naturel. Peut-être parce qu'ils ressentaient eux aussi le poids de l'épisode précédent. Peut-être parce qu'ils ont perçu dans ce silence une forme de pause, et non une provocation. D'autres, en revanche, ont trouvé cela étrange. Ils ont échangé des regards. Ils ont haussé un sourcil. Certains semblaient perplexes, comme s'ils cherchaient à comprendre si c'était permis, si cela enfreignait une règle tacite. Certains restèrent de marbre. Ils continuaient de fixer la table, leur cahier, le vide. Dans une salle remplie de jeunes, chacun vit le même moment différemment. Le professeur le savait. C'est pourquoi il ne cherchait pas à uniformiser les réactions. Il n'exigeait pas de comportement irréprochable. Il ne corrigeait personne. Le silence, là, n'était pas un ordre collectif, mais un choix individuel. Pendant ces secondes, il resta immobile. Il ne ferma pas les yeux. Il ne baissa pas la tête. Il ne manifesta aucune adhésion symbolique. Sa posture était neutre, presque technique. Pour lui, la neutralité ne consistait pas à empêcher toute expression humaine, mais à ne pas la guider, à ne pas se positionner comme une référence idéologique, à ne pas transformer la tolérance en un message. Quand il estima que le temps était suffisant, il reprit le cours naturellement. Sans commentaire, sans explication, sans justification, il revint simplement au contenu, comme si ce bref silence n'était qu'une pause banale,
parmi tant d'autres qui surviennent quotidiennement en classe. Lorsqu'un objet tombe, lorsqu'un bruit interrompt le cours, lorsque le professeur doit s'organiser. Et à ce moment-là, tout sembla vraiment s'arrêter là. Le cours reprit. Les étudiants prirent des notes. Les questions recommencèrent à fuser. L'atmosphère semblait même un peu plus détendue. Aucune tension palpable, pas de dispute, pas de protestations immédiates. Rien n'indiquait que ce geste discret avait franchi une quelconque limite institutionnelle. Pour le professeur, cela correspondait parfaitement à ce qu'il avait toujours pensé. L'école aussi doit savoir s'adapter. Il ne se sentait pas comme un transgresseur. Il ne se sentait pas audacieux. Il ne se sentait pas vulnérable. Il se sentait simplement fidèle à ses années de pratique. Une pratique qui avait toujours cherché à concilier règles et discernement, normes et humanité. Si quelqu'un lui avait demandé à ce moment-là s'il aurait agi différemment, il aurait probablement répondu non, car, de son point de vue, rien d'important ne s'était produit. Mais ce sentiment de normalité était trompeur. Au fil du cours, à l'extérieur de la salle, l'épisode commençait déjà à prendre une autre dimension. Quelqu'un fit un commentaire, quelqu'un interpréta, quelqu'un décida que ces secondes de silence n'étaient pas de simples silences. Elles méritaient d'être analysées, évaluées, classées et, peut-être, corrigées. L'enseignant l'ignorait encore. Pour lui, tout s'était arrêté là, dans ce bref intervalle entre deux explications. Un instant trop fugace pour être mémorisé, trop anodin pour avoir des conséquences. Il poursuivit sa journée, persuadé d'avoir simplement fait ce qu'il avait toujours fait, utiliser son bon sens, éviter les conflits inutiles, respecter l'espace personnel des élèves, sans pour autant transformer la salle de classe en champ de bataille symbolique. Ce n'est que plus tard qu'il comprendrait que, dans certains milieux, même l'inaction peut être interprétée comme un acte grave, que tolérer quelque chose peut être perçu comme une prise de position, que laisser le silence peut être considéré comme un bruit institutionnel, et que parfois, ce qui semble s'arrêter là n'est en réalité que le début. Ce qui semblait confiné à cette salle ne s'y est pas maintenu. Dans les couloirs, hors de portée du professeur, l'incident a pris une nouvelle tournure. D'abord, à voix basse, presque imperceptible, un élève a mentionné le silence qui régnait dans une autre classe. Quelqu'un a demandé si cela avait été autorisé, un autre a répondu avec scepticisme, en exagérant les détails. Comme c'est souvent le cas, le simple fait a commencé à être réinterprété. L'histoire n'a pas tardé à parvenir aux oreilles d'un adulte, puis d'un autre. Elle a quitté la bouche des élèves pour se répandre dans le réseau informel de l'école, non pas par simple écoute, mais comme quelque chose de différent, quelque chose qui nécessitait une explication. Le silence, bref et contenu en classe, commençait à être perçu, à l'extérieur, comme un événement, un incident, un problème potentiel. Des mots ont commencé à circuler avant même toute analyse concrète. Neutralité, laïcité, limite, des termes lourds de sens, rarement employés lorsque tout se déroule sans accroc. Ces mots n'étaient pas porteurs de questions, mais d'avertissements. Ils n'émergèrent pas comme une réflexion, mais comme le signe qu'il fallait contenir quelque chose avant que cela ne prenne de l'ampleur. Dans les conversations internes, l'épisode cessa d'être qualifié de moment de silence pour devenir une situation, puis un incident. Ce changement de vocabulaire en modifia complètement le sens. Ce qui, en réalité, n'avait même pas duré 1 minute, semblait désormais occuper une place disproportionnée dans les discussions en coulisses. Un rapport officiel est parvenu à l'administration. On ignore comment. Il pourrait provenir d'un élève, d'un employé ou d'un parent ayant entendu une version déformée des faits à la maison. Le contenu était vague, mais suffisant pour déclencher les procédures institutionnelles. Il y était question d'un enseignant qui avait toléré un moment de prière, même s'il n'y avait pas eu de prière à voix haute, même s'il n'y avait pas eu de discours, même si l'enseignant n'avait rien dirigé. La direction s'est mise en action, non pas dans le scandale public, mais avec cette efficacité discrète, propre aux décisions administratives. Réunions rapides, échanges de messages, consultations internes. L'accent n'était pas mis sur le contexte humain, mais sur le risque symbolique, sur le précédent, sur ce que cela pourrait signifier selon l'interprétation. Pendant ce temps, le professeur poursuivait sa routine, ignorant tout de ce qui se passait. Il donnait ses cours, corrigeait les exercices et répondait aux questions. Pour lui, la journée se déroulait normalement. Personne ne l'avait interpellé. Aucune question directe, aucun avertissement, aucune réprimande. Il était toujours persuadé que l'incident s'était dissipé dans le silence même qui l'avait provoqué.
Mais en coulisses, l'affaire avait déjà complètement quitté le cadre de la salle de classe. Ce qui était le plus troublant, ce n'était pas le contenu des discussions, mais leur forme. On n'a pas parlé de l'élève. On n'a pas évoqué le contexte délicat qui avait motivé la demande. On n'a pas parlé de l'atmosphère émotionnelle de la classe. On a parlé de principes abstraits, appliqués de manière rigide, déconnectés de la réalité. Le mot « laïcité » était répété comme un bouclier, et non comme un concept à comprendre. Certains enseignants ont commencé à entendre des rumeurs, rien d'officiel, mais suffisamment pour semer le malaise. Il paraît qu'il y a eu un problème dans telle ou telle classe. On dit que la direction n'a pas apprécié. Ils en ont parlé en réunion. Ces phrases circulaient sans nom, sans détail, instaurant un climat de prudence. Dans les écoles, ce genre d'atmosphère se propage vite, et il enseigne une chose sans qu'on ait besoin de le dire, la prudence. L'enseignant, sans le savoir, était déjà perçu différemment, non plus comme un pédagogue expérimenté, mais comme quelqu'un ayant peut-être franchi une limite invisible. Le geste anodin prit des proportions démesurées. Le silence devint symbolique. Et, au sein des institutions, les symboles sont souvent plus effrayants que les conflits ouverts. L'affaire a progressé sans qu'il ait eu l'occasion de donner son contexte, sans qu'il puisse expliquer qu'il n'y avait eu ni incitation, ni encouragement, ni intention malveillante. Le récit se construisait en son absence, et cela n'a fait qu'exacerber les tensions, car lorsqu'une histoire est racontée uniquement en termes techniques, elle perd la dimension humaine qui lui a donné son origine. En coulisses, l'épisode a cessé d'être une question de coexistence pour devenir une question de contrôle. Contrôle des limites, contrôle des interprétations, contrôle de l'image de l'institution. La préoccupation n'était plus de savoir si quelqu'un avait été blessé, mais si un acte pouvait être interprété comme une violation de principe. La différence est subtile, mais profonde. Pendant ce temps, le professeur continuait de parcourir les couloirs avec sa même mallette usée, le même air grave, ignorant que son nom était déjà évoqué dans des pièces où il n'était pas, que des décisions étaient trop prises, que ce silence, si bref, si anodin, avait déjà engendré des tensions institutionnelles. Ce qui avait commencé comme un moment d'humanité prenait une tournure tout autre, et le plus troublant était que le professeur l'ignorait encore. Il croyait toujours que tout cela appartenait au passé. Il pensait encore qu'à l'école, les gestes d'écoute allaient de soi. Mais en coulisses, la machine était déjà en marche, et une fois lancée, elle s'arrête rarement d'elle-même. La convocation est arrivée de façon laconique, presque mécanique. Un court courriel, sans explication détaillée, indiquant seulement la date, l'heure et le lieu, une réunion urgente. La signature était celle de la direction, avec copie au coordinateur. Aucune formule de politesse, aucun contexte, juste la formalité qui précède les situations où la décision est déjà prise, avant même que la conversation n'ait lieu. L'enseignant relut le message à plusieurs reprises, non pas qu'il ne le comprenne pas, mais parce qu'il pressentait que quelque chose clochait. Le mot « urgence » était rarement employé pour aborder des problèmes pédagogiques courants. Malgré tout, il garda son calme habituel. Il organisa son emploi du temps, termina son service et rassembla son matériel. En apparence, serein. Intérieurement, un malaise grandissant, difficile à définir. La salle de réunion se trouvait dans un couloir moins fréquenté de l'école, un espace administratif aux murs clairs, avec une grande table et des chaises soigneusement alignées. Tout semblait conçu pour apaiser les tensions. En entrant, il trouva le directeur et le coordinateur déjà installés. Il les salua. Il reçut des réponses brèves, presque machinales. L'atmosphère était froide, non pas hostile au sens propre du terme, mais distante, calculée. La réunion commença sans préambule. Aucune question ouverte ne fut posée. On ne manifesta aucun intérêt initial pour entendre sa version des faits. Les mots furent préparés, soigneusement choisis. Cela ne doit plus se reproduire. La phrase fut prononcée d'un ton ferme, sans hausser la voix, mais avec un poids institutionnel qui se passait d'explication. Puis, une autre affirmation, l'école n'est pas le lieu pour cela. Cette chose, ceci, n'était pas clairement définie. Il n'était fait mention ni du silence, ni de l'étudiant, ni du contexte. Tout était réduit à un terme générique, presque impersonnel. Ce geste humain de quelques secondes était perçu comme inapproprié, comme quelque chose qu'il fallait encadrer, contenir, neutraliser. Le mot « incident » suivit. C'est alors que le professeur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Incident, un terme qui suggère une déviation, un risque, une transgression des normes. Un terme utilisé pour justifier des procédures,
des rapports, des corrections. Quelque chose qui, en pratique, n'avait engendré aucun conflit, se voyait désormais attribuer une étiquette lourde de sens, chargée de connotations institutionnelles. Il tenta de s'expliquer. Il évoqua la demande de l'élève, le contexte délicat, et le fait qu'aucun discours, aucune indication, aucune prière n'avait été prononcé à voix haute. Il précisa qu'il n'avait ni encouragé, ni participé, ni donné de directive. Il expliqua qu'il n'avait toléré que quelques secondes de silence pour éviter une escalade des tensions. Il parla calmement, sans élever la voix, comme toujours en classe. Mais ses paroles semblaient n'avoir aucun écho. La réunion n'était pas un débat, mais une simple communication. La direction écoutait sans réagir. Le coordinateur prenait des notes. L'attention n'était pas portée sur les faits, mais sur leur interprétation extérieure, sur le précédent, sur l'image, sur le risque symbolique. La laïcité a été évoquée, la neutralité a été réaffirmée, non pas comme des principes à méditer, mais comme des limites inflexibles. Le professeur a alors compris que la discussion ne portait ni sur la pédagogie, ni sur la coexistence. Il s'agissait de contrôle, de bien faire comprendre que certaines décisions ne relèvent pas de l'individu, même sans intention malveillante, même sans préjudice, même sans contrainte. Il sentit le poids de l'institution peser sur ses épaules, non pas sous la forme d'une punition explicite à ce moment précis, mais comme un avertissement clair. Sa marge de discernement était réduite. Désormais, le moindre geste similaire pourrait avoir des conséquences. Le message était simple. N'interprétez pas, n'évaluez pas, ne tolérez pas, appliquez, tout simplement. En quittant la pièce, il eut une sensation étrange. Aucun cri, aucune accusation directe. Pourtant, il se sentait diminué, non pas démoralisé, mais opprimé, comme si une part importante de son travail lui avait été arrachée sans prévenir. L'espace du bon sens, l'espace de l'écoute, l'espace de la prise de décision humaine. Dans les couloirs, rien ne semblait avoir changé. Les élèves circulaient, les professeurs discutaient, l'école suivait son cours habituel. Mais pour lui, quelque chose avait changé. Ce geste, si anodin en classe, revêtait désormais une importance démesurée, non pas pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il représentait au sein d'une logique institutionnelle qui préfère étouffer toute nuance plutôt que d'affronter la complexité humaine. Il rentra chez lui avec le sentiment d'avoir franchi une limite invisible. Non pas pour avoir désobéi à des règles claires, mais pour avoir agi en dehors des comportements automatiques attendus. La réunion l'avait clairement démontré. Dans ce milieu, même le silence pouvait être perçu comme un excès. Même la tolérance pouvait être considérée comme un échec. Et, pour la première fois depuis de nombreuses années de sa carrière, le professeur se demandait s'il y avait encore de la place, dans ce cadre, pour éduquer les gens, ou seulement pour appliquer des règles sans tenir compte de qui se trouvait de l'autre côté de la table. La pression n'était pas exprimée ouvertement. Aucune communication officielle n'a été faite aux collègues, ni aucun avertissement aux élèves. Pourtant, elle s'est rapidement propagée. Le lendemain de la réunion, l'enseignant a compris que quelque chose avait changé, non pas dans le fonctionnement de l'établissement, mais dans la façon dont il était perçu en son sein. Les collègues se turent, non pas forcément par désaccord, mais parce qu'ils savaient reconnaître le signal. Les conversations qui s'engagèrent spontanément dans la salle des professeurs se firent plus brèves. Certains changeaient de sujet dès qu'ils s'approchaient. D'autres conservaient un ton excessivement neutre, presque protocolaire. Aucune hostilité manifeste, mais une prudence palpable. Une prudence plus blessante qu'une confrontation directe, car elle isole sans assumer ses responsabilités. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a exprimé ouvertement son soutien ou son désaccord. Ce silence collectif servait de mécanisme d'autoprotection. Dans les milieux institutionnels, on apprend très tôt que s'impliquer de trop près dans une affaire peut avoir des conséquences. Et ce geste, désormais qualifié d'incident, était déjà perçu comme une chose à éviter. Les élèves chuchotaient, non pas en classe, mais pendant les récréations, dans les couloirs, à ces moments où ils se croyaient à l'abri des regards. Certains regardèrent le professeur avec curiosité, d'autres avec une sorte de respect silencieux. Il y en avait aussi qui semblaient perplexes, cherchant à comprendre pourquoi quelque chose d'aussi insignifiant avait pris une telle ampleur. Mais personne n'osait parler ouvertement. L'atmosphère générale était empreinte d'une tension contenue. Dans la salle de classe, le professeur conserva sa posture habituelle. Il continua d'enseigner, d'expliquer, de corriger. Le cours se déroula sans encombre. Mais intérieurement, un conflit lancinant l'animait. Non pas un conflit bruyant, mais une lassitude constante.
Chaque décision semblait désormais passer par un filtre supplémentaire. Chaque geste était réévalué avant même d'être accompli. Il se surprenait à réfléchir à 2 fois avant de répondre à une question délicate, avant de marquer une pause, avant même d'écouter. La question commença à ressurgir avec insistance, presque malgré lui. Tolérer quelque chose est-il devenu une infraction? Il essaya de l'ignorer, mais elle revenait sans cesse. Car si tolérer une simple demande, sans qu'on l'y encourage, sans qu'on lui dise rien, sans qu'on lui impose quoi que ce soit, alors qu'est-ce qui pouvait être réinterprété de la même manière? Où se situait exactement la limite? Et qui la définissait? Une autre question, encore plus troublante, suivit aussitôt. L'écoute est-elle devenue une erreur? Il avait bâti toute sa carrière sur la conviction que l'écoute faisait partie intégrante de l'enseignement, qu'écouter les étudiants n'était pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Or, cette conviction semblait désormais remise en cause, non par des arguments pédagogiques, mais par une appréhension institutionnelle. La peur commença à s'insinuer dans ses pensées. Peur d'un avertissement officiel. Peur que cet épisode soit inscrit dans son parcours professionnel. Peur d'être perçu comme quelqu'un de problématique, quelqu'un qu'il faut surveiller, quelqu'un qui ne s'intègre pas parfaitement. Dans un système où la stabilité repose sur la conformité, cette peur est bien réelle. Il y avait aussi la peur de l'isolement. Non seulement l'isolement social, mais aussi l'isolement professionnel. La peur d'être exclu, des décisions, des projets et des opportunités. La peur que les collègues, même ceux qui approuvaient tacitement, préfèrent en garder leur distance pour ne pas se compromettre. Ce type d'isolement n'apparaît pas dans les documents officiels, mais il pèse lourdement sur le quotidien. La nuit, ces questions le taraudaient sans cesse. Il repassait mentalement la réunion, les mots prononcés, les regards, les phrases échangées. Il s'efforçait de déterminer précisément où il avait fauté, s'il avait commis une erreur. Et c'était là le plus pénible. Il ne trouvait aucune faute concrète. Il n'avait enfreint aucune règle explicite. Il n'avait mené aucune manifestation. Il n'avait rien imposé. Pourtant, il se sentait traité comme un fauteur de troubles. Ce type de conflit ronge lentement. Il n'explose pas. Il érode progressivement la confiance, la spontanéité et la clarté des objectifs. Il commença à se demander si, à l'avenir, il refuserait une demande similaire, simplement pour éviter les problèmes. S'il dirait automatiquement non, même en sachant que ce non ne serait bénéfique à personne. Et cette pensée l'effrayait plus que n'importe quel avertissement, car, au fond, il savait ce qui était en jeu. Il ne s'agissait pas d'un simple incident isolé, c'était le message implicite qui commençait à se dessiner. En cas de doute, n'écoutez pas. Quand vous êtes sensible, ne tolérez pas. Quand l'humanité compte, reculez. Cette logique, bien que jamais exprimée à voix haute, devenait de plus en plus perceptible. Le professeur se demandait combien de ses collègues avaient vécu une expérience similaire et choisi ensuite le silence absolu. Combien avaient cessé d'écouter, d'accueillir et de percevoir, simplement pour éviter d'être mis à nu? Combien avaient appris que la voie la plus sûre était celle de la rigidité et non celle du discernement? Pourtant, il ne se considérait pas comme une victime. Il se voyait plutôt en conflit. Un conflit entre ce qu'il estimait être le rôle de l'école et ce que l'institution semblait exiger dans la pratique. Entre éduquer et se contenter d'appliquer des règles. Entre écouter et simplement contrôler. La pression psychologique ne le paralysait pas, mais elle le maintenait constamment en alerte. Chaque jour de cours exigeait un effort supplémentaire pour éviter de se replier sur lui-même, de s'endurcir, de transformer l'enseignement en une simple mécanique. Il résistait, mais il en ressentait le poids. Dans le silence des couloirs, dans les chuchotements des étudiants, dans la distance qui séparait ses collègues, il sentait que quelque chose avait été déplacé, et la question continuait de résonner, sans réponse claire. Si la tolérance est devenue une infraction et l'écoute une erreur, que reste-t-il de l'acte d'éduquer? Le tournant s'est produit hors de l'école, loin des bureaux administratifs et des couloirs silencieux. Il a commencé par des conversations à la maison, lorsque les élèves ont raconté l'incident à leurs parents. Non pas avec une indignation organisée, mais avec de la perplexité. Il n'y avait que le silence, disait-il. Le professeur n'a rien dit. Certains parents ont écouté attentivement. D'autres ont posé plus de questions. Et peu à peu, ils ont compris qu'une chose anodine était prise beaucoup trop au sérieux. Les questions ont d'abord surgi individuellement. Un père a envoyé un courriel à l'administration pour demander des éclaircissements. Une mère en a parlé à une autre, devant l'école.
Personne n'a évoqué de confrontation, mais un malaise grandissant s'installait. La question était toujours la même, formulée différemment. Pourquoi un geste si anodin avait-il provoqué une réaction aussi vive? Les élèves, à leur tour, ont commencé à s'exprimer en dehors du cadre scolaire, dans le métro, sur les réseaux sociaux, lors de conversations le week-end. La version officielle, froide et impersonnelle, n'expliquait pas ce qu'ils avaient vécu en classe. Pour eux, il n'y avait eu ni activisme, ni contrainte, ni débat. Juste quelques secondes de silence. Et c'est ce qui rendait la réaction de l'établissement difficile à comprendre. L'histoire commença à circuler au-delà des murs de l'établissement, non pas comme une dénonciation véhémente, mais comme un récit troublant. Un professeur a reçu un avertissement pour avoir toléré le silence. Cette phrase, répétée ainsi, attira l'attention, non pas pour attaquer la laïcité, mais pour son caractère disproportionné. Certains commencèrent à s'y intéresser, d'autres à s'y identifier. Un syndicat d'enseignants a été informé de l'affaire, non pas pour s'y opposer immédiatement, mais pour la comprendre. Ils ont demandé des informations et du contexte. Ils voulaient savoir s'il y avait eu une sanction officielle, un avertissement écrit, si l'enseignant avait été entendu équitablement. Le simple fait qu'une personne extérieure pose la question a changé la donne. L'affaire n'était plus seulement interne. La presse locale commença elle aussi à relayer les rumeurs, d'abord en passant, puis comme un sujet potentiel. Ce n'était pas une information explosive, mais elle était symbolique. Elle soulevait une question sensible. Jusqu'où va la neutralité institutionnelle? À quel moment cesse-t-elle de protéger la coexistence pour commencer à l'étouffer? Des experts en éducation et en droit ont commencé à être cités dans les discussions. Certains ont souligné que la neutralité ne signifie pas effacer les émotions, ni faire taire les expressions humaines fondamentales. D'autres ont réaffirmé que la tolérance n'est ni un enseignement, ni une autorité, ni une imposition. Il s'agit simplement de ne pas empêcher lorsqu'il n'y a pas de préjudice. Ces distinctions ont commencé à gagner du terrain dans le débat public. L'expression « neutralité n'est pas déshumanisation » est apparue dans des commentaires, des articles et de courts entretiens. L'idée que l'école devrait être un lieu d'écoute attentive et responsable, et non de répression automatique, a commencé à se répandre. Parallèlement, une autre affirmation a gagné du terrain. Tolérer n'est pas imposer. Laisser faire quelque chose ne signifie pas l'encourager. Ces idées ont transformé la perception de l'histoire. L'attention s'est déplacée de l'action de l'enseignant vers la réaction de l'institution. La question n'était plus « qu'a-t-il fait ?», mais « pourquoi a-t-on réagi ainsi ?» Le récit a commencé à s'inverser. Les parents ont commencé à poser des questions directes. Certains ont demandé des réunions, d'autres ont réclamé des clarifications officielles, non pas pour attaquer l'école, mais pour comprendre les critères. Le malaise était palpable. Nombreux étaient ceux qui ne se reconnaissaient pas dans cette rigidité. Beaucoup estimaient que l'école devait enseigner le discernement, et non la peur. Le professeur commença à percevoir ce changement d'atmosphère, non pas par des annonces officielles, mais par de petits signes. Un père le salua plus fermement. Un élève confia, à voix basse, que ses parents avaient évoqué l'affaire. Un collègue finit par s'approcher pour lui dire que la situation avait dégénéré. L'institution, de son côté, a commencé à peser ses mots. Il n'y a pas eu de recul immédiat, mais la position a changé. Le ton, initialement correctif, est devenu défensif. Lorsqu'une affaire échappe au contrôle interne et se transforme en débat public, l'équilibre bascule. La certitude absolue cède la place à la prudence. L'affaire ne pouvait plus être qualifiée de simples incidents. Elle était devenue le symbole d'une tension plus profonde, entre autorité et discernement, entre neutralité et humanité, entre contrôle et écoute. L'établissement, qui avait d'abord cherché à clore rapidement le dossier, devait désormais faire face à des questions complexes. Le discours avait changé. Le professeur n'était plus perçu comme quelqu'un qui avait commis une erreur, mais comme quelqu'un qui avait révélé une faille du système. Non pas un ennemi de la laïcité, mais un rappel que les principes, appliqués hors de leur contexte, peuvent devenir des instruments d'exclusion. Le débat s'est intensifié car il a touché à un sentiment partagé par beaucoup, mais exprimé par peu. Celui que les institutions, en essayant de se protéger, oublient parfois le peuple, qu'en cherchant à éviter tout risque symbolique, elles finissent par créer un risque plus grand encore, celui de perdre la confiance de ceux qu'elles sont censées protéger. Ce changement ne fut pas brutal, ce fut une évolution, un mouvement graduel mais ferme, qui a déplacé le centre du débat. Et quand cela arrive,
plus rien n'est jamais vraiment comme avant. Le silence, perçu comme un problème, commençait à être compris comme un symptôme. Le symptôme d'une école qui doit réapprendre à distinguer tolérance et imposition. Et ce changement de discours a placé une question inévitable au cœur du débat. Si même quelques secondes de silence ne peuvent être tolérées, qu'est-ce que cela révèle de l'espace que nous créons pour éduquer les gens? Ce qui est apparu clairement au final, c'est que cet enseignant n'était pas entré dans la classe pour enseigner la religion. Il ne prêchait pas, n'imposait aucune croyance, n'organisait aucun rituel. Ce qu'il a fait était bien plus simple, et, en même temps, bien plus rare de nos jours. Il a enseigné le respect par l'exemple. En quelques secondes de silence, il a montré qu'écouter, l'autre ne signifie pas approuver, et que tolérer n'est pas synonyme d'imposer. L'établissement a tenté de minimiser l'incident, mais le temps a révélé le contraire. Le geste qui a engendré tant de tensions institutionnelles n'était pas motivé par l'activisme ou la provocation. Il résultait d'un moment humain et délicat où quelqu'un demandait un espace pour respirer, se ressourcer, traverser une douleur ou un conflit en toute tranquillité. L'enseignant s'est simplement gardé d'humilier publiquement. Il s'est simplement abstenu d'interrompre. Il s'est simplement tenu à l'écart. Et c'est peut-être précisément ce qui a dérangé tant de personnes. Car le silence, lorsqu'il est toléré, révèle ce que les règles rigides tentent de dissimuler. Que la coexistence ne repose pas uniquement sur des normes, mais aussi sur le discernement. Qu'éduquer ne consiste pas à réagir automatiquement, mais à évaluer le contexte. Qu'éduquer les individus exige plus que la simple répétition de protocole. Cela requiert le courage de ne pas commettre d'infraction à tout. En tentant d'effacer cet épisode, l'institution a fini par révéler un problème plus profond. Elle a démontré à quel point la peur des interprétations extérieures peut primer sur la mission éducative. Elle a montré comment, au nom d'une neutralité mal comprise, il est possible d'étouffer les gestes les plus élémentaires d'humanité. Et surtout, elle a montré comment un contrôle excessif peut enseigner une idée dangereuse, celle qu'il faut éviter de ressentir, d'écouter et de respecter. Car une école qui interdit le silence ne protège personne. Elle enseigne la peur. Elle enseigne qu'il vaut mieux se taire par crainte d'une punition que d'agir en toute conscience. Elle enseigne que les règles comptent plus que les personnes. Et c'est une leçon qu'aucun élève ne devrait retenir à l'âge adulte. L'enseignant est sorti de cette réunion sous pression, interrogé et en proie à l'insécurité. Mais ce qui subsistait ensuite dépassait de loin tout avertissement implicite. La question qui résonnait parmi les élèves, les parents et les enseignants était la suivante. Quel genre d'école voulons-nous construire? Une école qui réagit avec urgence à la moindre nuance humaine? Ou une école qui sait distinguer le silence de l'imposition, le respect de la militarisation, la coexistence de la menace? Au final, ce bref instant en classe a été plus instructif que bien des leçons préparées. Il a enseigné que le respect est silencieux, que la tolérance n'a pas besoin de mise en scène, et que l'humanité, lorsqu'elle se manifeste, a tendance à perturber les systèmes qui préfèrent tout ce qui est parfaitement encadré. Si cette histoire vous a fait réfléchir, écrivez dans les commentaires « Le respect n'est pas une faute ». Laissez un « j'aime » pour soutenir les histoires vraies qui montrent ce qui se passe lorsqu'une personne choisit d'agir consciemment. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain témoignage poignant. Maintenant, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran.